Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. La Côte d'Ivoire, sous le régime Ouattara, est présentée aujourd'hui par les autorités ivoiriennes et les institutions internationales comme un pays où tous les voyants socio-économiques sont au vert. Et pourtant, le taux de pauvreté de la population est de 51% malgré la croissance économique du pays estimée à 7,8% en 2016. La dette de la Côte d'Ivoire, tenez-vous bien, est aujourd'hui de 9 000 milliards de francs CFA en 2016, malgré le désendettement obtenu grâce à l'initiative PPTE pour la dette extérieure. Alors, pour comprendre cette situation socio-économique paradoxale entre ce qui est dit par les autorités ivoiriennes et les réalités de la vie quotidienne des Ivoiriens, nous avons invité un expert en la matière. Il s'agit de M. Philippe Atté. Pour rappel, Philippe Atté avait été nommé en décembre 2010 ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé dans le gouvernement du professeur Gilbert Akinbo. Je signale par ailleurs que M. Atté Philippe a été directeur général de la SOTRA, la Société des transports abidjanais. C'est dans la banque que Philippe Atté a fait l'essentiel de sa carrière au plan national et international. Monsieur le ministre, merci d'être venu dans le studio de notre agence. Comme je l'ai dit, nous sommes dans le schéma directeur et nous allons parler de la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire. Alors, première question. On le dit, ça est dans la littérature économique, la croissance économique de la Côte d'Ivoire est estimée aujourd'hui à 7,8%. Alors, monsieur le ministre, quels sont les éléments qui rentrent en ligne, qui sont pris en compte dans le calcul de cette croissance économique, quand on sait que le quotidien des Ivoiriens est de plus en plus difficile? Bonjour, monsieur Benzaoui. Je voudrais vous remercier de m'avoir gentiment invité à cette émission d'échange qui me permettent un peu d'éclairer nos concitoyens et les autres hommes de bonne volonté et femmes de bonne volonté qui nous écoutent. Mais avant de commencer, M. Benzaoui, l'actualité oblige. Vous permettez que j'ai une pensée de soutien, une pensée très affectueuse en l'endroit de notre peuple ivoirien qui est pris en otage, comme vous le savez, pour des affaires qui ne le concernent pas, c'est-à-dire des affaires entre M. Ouattara et les mercenaires qu'il a engagés et qui font des mutineries à répétition avec tous les dommages que ça peut causer donc, à notre population. Et c'est une situation qui provoque toujours de l'anxiété et je voudrais donc adresser ces mots de soutien à notre peuple. Ceci étant dit, donc je reviens effectivement à votre question. Je rappelle la question, mais ça, vous avez... Rappelez-moi... Non, je disais, quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte dans le calcul du taux de croissance économique aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire qui est estimé
à 7,8%. Malgré cette croissance, les Ivoiriens tirent le diable par la queue. Alors, en fait, donc, le calcul du taux de croissance se mesure, disons, chaque année à travers donc, le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, à chaque fin d'année, est évalué et on compare donc c'est l'évolution du produit intérieur brut de l'année écoulée à l'année précédente. Et ce produit intérieur brut, en fait, représente toute la richesse qui a été créée par la nation, c'est-à-dire toutes les productions. Il y a des calculs particuliers qui sont un peu rébarbatifs, mais le principe, c'est toutes les richesses qui ont été créées. On prend soin de ne pas comptabiliser 2 fois la même richesse parce que vous pouvez m'acheter un bien, vous, M. Benzaoui, que vous revendez, et donc on ne peut pas compter 2 fois le même bien. Moi, je l'achète à un prix, je le produis à un prix donné, par exemple 100, et lorsque vous l'achetez, que vous revendez à 120, on ne va pas additionner 100 à 120, mais juste la valeur ajoutée, ce que vous avez ajouté. Les 20. Les 20, voilà, et ainsi de suite. Et bien sûr, et on y ajoute également la taxe sur la valeur ajoutée, puisque c'est une taxe qui est produite donc par l'État. Et voilà toutes les richesses qui sont produites. Parfois, il y a des autoconsommations, des biens autoproduits. Il y a des autoproductions. On ne sait pas l'évaluer, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, où l'Institut national de la statistique est plus politique qu'économique. Donc, on ne sait pas l'évaluer, mais c'est les mêmes standards dans le monde entier. Donc, voilà. Il y a une autre manière de calculer, c'est toutes les consommations que nous avons dans un pays, toutes les consommations auxquelles on ajoute les investissements privés et publics et auxquels également aussi on ajoute les exportations et on réduit des exportations. Voilà. Donc, le net commercial. Le problème qui est clair, c'est que la croissance économique, n'est-ce pas, est à 7,8%. Et pourtant, le panier de la ménagère est encore difficile à supporter. Voilà. En fait, donc, effectivement, le PIB est plus à caractère comptable que vraiment économique et social. Le PIB, c'est comptable. Et même lorsqu'on fait le PIB par habitant, c'est-à-dire on prend le PIB global et on le divise par le nombre de population pour avoir... Ça ne tient pas compte de la disparité réelle de revenus dans le pays. Donc, mais c'est une notion comptable. Et normalement, quand un pays comme la Côte d'Ivoire, depuis 6 années, a un taux de croissance moyen de 8%, ça devrait se voir normalement dans la vie des Ivoiriens. Dans la vie des Ivoiriens. Malheureusement, non. Je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il y a les consommations, mais il y a les investissements publics et privés. Vous savez, pendant cette période-là, le régime a cru bon, effectivement, de montrer beaucoup de construction d'infrastructures et les privés aussi ont fait beaucoup d'investissements. Vous savez, par exemple, les Marocains sont venus faire beaucoup d'investissements, etc. Et tout. Donc, ceci rentre dans la détermination donc, du PIB. Donc, après donc, cette période de crise, tous les dossiers qui avaient été, tous les projets qui avaient été bloqués du temps de Laurent Gbagbo, tout ceci, pour un peu mettre plein la vue à la population et à l'extérieur, on les a beaucoup donc exécutés. Et tout ça, tout ce qui vient de l'extérieur, vous voulez dire? Voilà, tous ces investissements-là, c'est considéré comme effectivement de la production de richesse. Donc, en fait, même les Ivoiriens vivent en marge de tous ces investissements. Voilà. Tout à l'heure, quand on va parler du budget, vous allez voir à travers la structure du budget, vous verrez la réalité donc effectivement du développement économique. Non, vous m'ouvrez une brèche puisque c'est la question suivante. Donc en réalité, vous voyez, donc c'est une notion comptable. On fait beaucoup disons d'apparence, des constructions d'autoroutes, des constructions de ponts, des machins, et tout ça, qui viennent un peu comme la richesse. Mais
quand l'Ivoirien dit, entre parenthèses, ce n'est pas pont on mange, en réalité, c'est vraiment de haute portée économique. Voyez-vous, voilà. Donc tout à l'heure, vous avez fait une allusion un peu au budget. Le budget de la Côte d'Ivoire en 2017 est estimé à 6 500 milliards de francs CFA. Absolument. Ça fait à peu près 9 milliards d'euros. Quelle est la composition, n'est-ce pas, de ce budget, hein, parce que comme Ouattara dit, l'argent est rare, puis bon, il dit que l'argent travaille. Mais en même temps, l'argent est rare, le budget est 6 500 milliards de francs CFA. Et dernièrement, ce budget même a été revu à la baisse pour 10% à peu près. Oui, finalement. Comment est-ce possible tout ça? Finalement, c'est réajusté à 9%, mais c'est quand même très élevé. Je vais vous ramener un peu en arrière. Vous vous souvenez, au début du mandat du président Laurent Gbagbo, avec son ministre des Finances, Bonou Boabré, paix à son âme, on avait fait ce qu'on appelle le budget sécurisé. C'est-à-dire que nous devons vivre au niveau de ce que nous produisons. Alors, figurez-vous que sur ce budget de 6 milliards 500 millions de francs CFA... Non, 6 500 milliards. Oui, 6 500 milliards. 6 500 milliards pardon, de francs CFA. La production nette, les recettes fiscales et non fiscales produites intérieurement... C'est-à-dire les impôts. Oui, voilà, les impôts, c'est-à-dire la richesse propre. L'autofinancement, la partie financée par des ressources produites en Côte d'Ivoire est de l'ordre de 3 milliards et demi. À peu près la moitié. 3 000 milliards. La moitié, oui. Ouais, 3 500 milliards. Alors que, donc, 3 000 milliards sont recherchés à l'extérieur. Ça signifie quoi? C'est comme si nous, un ménage, un couple, une famille, le revenu de la famille, c'est de 1 million de francs CFA et la famille dépense 2 millions de francs CFA. En réalité... Il faut chercher un appui budgétaire ailleurs. Ah oui, il faut chercher un appui budgétaire ailleurs. Quand on voit les investissements, le programme d'investissement public qui a été prévu dans ce budget, il se monte en gros à 1 milliard 900 millions. 1900 milliards, pardon. 1900 milliards sur ce budget de 6 milliards. Mais quand on produit par soi-même 3500 milliards et qu'on en dépense 6500, on pourrait penser qu'on a emprunté pour faire les investissements. Mais si on retire la part des investissements, il reste encore 4 milliards et demi par rapport à 3 milliards et demi que nous produisons nous-mêmes. 3 000 milliards. Pardon, oui, c'est pas en dollars. Oui, c'est pas en dollars. En francs, par rapport à 3 500 milliards que nous produisons, avec un budget de 6 500 milliards et des investissements de 1 900 milliards, ça signifie que quelque part, il y a des frais de fonctionnement de 1 100 milliards que nous allons financer par l'emprunt extérieur. C'est comme si un salarié finance sa consommation d'électricité par du crédit bancaire ou bien les frais de scolarité de ses enfants qu'il paye au mois le mois. Donc nous sommes dans une situation économique juste pour faire de l'apparat. Je fais une petite comparaison. Vous savez qu'en Afrique, on considérait que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des économies assez proches. En 2010 et en 2011, le budget de la Côte d'Ivoire était de l'ordre de 2600 milliards. Et en 2011, 3 000 milliards, pardon. 2600 milliards et 3 000 milliards en 2011. À cette même époque, le budget de l'État du Cameroun était proche. C'était autour de 2500 milliards à 2650 milliards de francs CFA. Je vais vous donner... Aujourd'hui, alors que nous nous présentons 6 500 milliards, le budget du Cameroun est de 4 400 milliards.
nous étions à des budgets proches à ses voisins et aujourd'hui, nous sommes 33% au-dessus de leur budget. Quelle explication? Est-ce qu'aujourd'hui, la population camerounaise vit plus mal que la population ivoirienne? Pas du tout. Pas du tout. Mais l'explication, justement, c'est ça. En fait, c'est cette fuite en avant qui veut montrer que le pays est développé parce que en l'espace de 6 ans, le budget de la Côte d'Ivoire a été multiplié par 2. Donc juste... Sans tenir compte des ressources. Oui, sans tenir compte des ressources produites. Voilà. Donc en fait, on fait du pseudo-développement par l'endettement galopant de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous avez parlé donc de la dette qui était, après le PPTE, la dette globale a été ramenée à 4 000 milliards en 2012. Et en 2016, il est remonté à 9 000 milliards. Le 9 000 milliards, c'est la dette intérieure. Les 9 000 milliards, oui, voilà. La dette intérieure. Voilà, il faut compter. Et la dette extérieure. Voilà. Quels sont et la dette extérieure. La dette intérieure qui était à 2 000 milliards est passée maintenant à 4 000 milliards. Et la dette extérieure qui était à 6 500 milliards. Parce qu'il faut dire que sous le président Gbagbo, cette dette avait été réduite. Elle était à plus de 7 000 milliards. Mais par les paiements qu'il a fait sans faire de nouveaux endettements, au moment donc de l'admission au programme du PPTE, on était à 6 000 milliards. Et ça a été donc réduit, divisé pratiquement par plus de 2. Et donc voilà qu'on se retrouve en remontée à 9 000 milliards au niveau de la dette. Mais ce qui est le plus grave, c'est que, voyez-vous, par rapport aux institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, vous entendez toujours, il faut faire des réformes structurelles, etc. Et tout. Donc c'est vrai, ils ont fait... Généralement, ils disent que tout va bien en Côte d'Ivoire. Voilà, ils ont fait beaucoup de réformes. Ils ont créé les guichets uniques de création des entreprises. Ils ont amélioré le doing business, etc. et tout. Mais la réalité, c'est que quand tu as créé le cadre économique global, le cadre macroéconomique global, pour permettre à l'économie de fonctionner, il faut penser aussi au cadre microéconomique, c'est-à-dire que c'est ce qui concerne l'entreprise locale, parce que c'est l'entreprise locale qui fait la richesse, qui crée la richesse, et c'est cette entreprise-là qui crée les emplois. Or, qu'est-ce qui est fait pour les entreprises? Lorsque la dette intérieure passe de 2 000 milliards à 4 000 milliards, ça signifie deux choses. La première des choses, c'est que l'État ne paye pas les entreprises. Et l'État ne paye pas les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui tombent en faillite. Et quand ces entreprises tombent en faillite, parce qu'elles ne sont pas payées, leurs sous-traitants aussi tombent en faillite, etc. et tout. En plus de ça, à un moment donné, ils ont fait un audit très sélectif, très politique, pour dire que bon, les entreprises dont les animateurs sont plus ou moins proches de Gbagbo Laurent, ou bien qu'on travaille avec l'État, on ne les paye pas, donc ces entreprises aussi. Et ça va avec du chômage. Ça, c'est le premier élément, et on ne paye pas les entreprises. Le deuxième élément, l'endettement intérieur, ce sont les émissions de bons du Trésor et des emprunts obligataires de l'État sur le marché régional, sur le marché financier régional. Mais ce marché financier régional, lorsqu'il avait été créé, il n'a pas été créé pour les États. Il a été créé pour que les entreprises puissent s'y financer. Il était même prévu la création d'un guichet des PME pour que les PME aussi puissent se financer moins cher sur le marché financier. Parce que lorsqu'on se finance sur le marché financier, c'est moins cher que les banques classiques. Mais aujourd'hui, les États de l'UEMOA, Côte d'Ivoire en tête, ratissent tout ce qu'il y a comme trésorerie sur le marché. Donc les entreprises n'ont pas accès à ce financement. Alors que vous savez qu'elles ont des difficultés à se faire financer par les banques. Donc, on tue deux fois l'entreprise. Lorsqu'on a travaillé sur le cadre macroéconomique, il faut songer aussi au cadre microéconomique pour que la microéconomie puisse se développer. Mais comment, Monsieur le ministre, comment est-ce possible? D'un côté, sur le marché international,
on fait des emprunts obligataires, Oui. on fait venir des investisseurs, donc il y a beaucoup d'argent qui arrive, et la dette intérieure n'est pas payée. Comment est-ce possible? Mais, en plus, en fait, c'est ce qui explique la misère qu'il y a dans le pays. Parce que beaucoup d'entreprises, on donne les chiffres des entreprises qu'on crée, mais en réalité, on tue les entreprises. Et quand on tue les entreprises, on crée du chômage. Et donc, généralement, un quart d'un travailleur qui nourrit plusieurs familles, une famille élargie, n'a pas de ressources. Et c'est pour ça que les gens s'enfoncent dans la misère, en réalité. Et quand on rêve à la création de 2 millions d'emplois d'ici à 2020, alors que les 6 premières années, on n'a rien créé du tout, je ne sais pas par quel miracle ça va se produire. Tant qu'on ne fluidifie pas l'économie intérieure, lorsque les entreprises seront payées régulièrement, alors là, vous verrez qu'effectivement, les entreprises, quand on paye les entreprises, elles payent des salaires, elles développent leurs affaires, elles payent des impôts qui reviennent à l'État, etc. et tout. Et c'est comme ça que l'argent circule. L'argent qui travaille, c'est l'argent qui circule. Donc quand on dit l'argent de travail, donc c'est pour ça qu'il ne circule pas, c'est une antinomie totale. L'argent qui travaille, c'est de l'argent qui circule. Monsieur le ministre, les premiers mois de 2017, janvier, février et mars, ont été marqués par des revendications sociales suivies, vous savez, par la grève des fonctionnaires qui réclament au gouvernement le paiement des arrières et de la réévaluation des salaires d'un montant global de près de 243 milliards de francs CFA. Ça fait environ 371 millions d'euros. En effet, oui. En effet. De quoi s'agit-il exactement? Parce que tout ça, c'est... Voilà, vous savez que... En même temps, il y a les mutins. C'est ça, les mutins qui réclament des milliards. Il y a les fonctionnaires. Bon, quel est ce... Mais vous savez que... Enfin, les mutins, ces derniers temps, il paraît qu'ils ont reçu encore un peu d'argent. Oui. Sous le régime de Houphouët-Boigny, lorsque Alassane Ouattara était Premier ministre, c'est lui qui a créé les salaires à 2 vitesses, au niveau du corps enseignant en particulier, où, sans réduire le salaire de ceux qui étaient en exercice, tous les anciens ont été ramenés aux salaires dévalorisés d'avant. Et donc, lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a pris des mesures pour effectivement supprimer le salaire à 2 vitesses et ramener ces salaires au même niveau. Ce que Ouattara a contesté quand il est arrivé au pouvoir encore maintenant. Et deuxièmement, les avancements se sont faits sans effet financier depuis les présidents précédents, le président Laurent Gbagbo. Et lorsqu'il est arrivé, il a fait donc ce déblocage indiciaire avec des effets financiers. Comme ces montants étaient importants, il a décidé donc de le faire progressivement. Et cette progressivité a continué un peu sous Ouattara, mais comme ses finances sont difficiles, il a arrêté donc ses paiements depuis quelques années. Et c'est ça que les fonctionnaires réclament. Les 243 milliards de francs CFA. Absolument. Ouais. Vous savez, c'est vite... Ça fait partie des dettes, voilà, dettes intérieures de la Côte d'Ivoire. Oui, par exemple, dans le budget par exemple, de 2017, yes, la rémunération des fonctionnaires, c'est 1500 milliards, en gros. Pour l'année 2017. Oui, pour l'année 2017. Donc, 243 milliards, lorsqu'on prend un peu d'arrêt sur quelques années, on arrive rapidement à ces 243 milliards. La deuxième des choses également aussi, c'est que lorsqu'ils ont fait la projection du fonds de retraite des fonctionnaires à la CEGRAE, ils ont vu que le fonds allait rentrer en déficit. Et donc, il fallait faire des réformes structurelles pour que le fonds ne tombe pas en faillite. Donc, les mesures ont porté sur l'allongement du temps de travail et l'augmentation du taux de cotisation. Bon, quand on a allongé le temps de travail et qu'on a augmenté le taux de cotisation, on s'attend au moins à préserver ses acquis.
Ou à augmenter la pension. C'est tout à fait logique. J'ai dit au moins mais, à préserver, sinon augmenter. Mais ça, c'est une logique. Maintenant, au moins préserver. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a une réduction nette donc, du taux de valorisation, donc la retraite, de l'ordre moyen de 20%. Quand c'est la moyenne de 20%, ça signifie qu'il y en a où c'est moins, mais il y en a où c'est beaucoup plus. Et deuxièmement, au niveau des pensions à reverser aux conjoints survivants d'un fonctionnaire, c'est là où vraiment il y a une mesure, je veux dire, incompréhensible. C'est-à-dire que vous êtes fonctionnaire, vous décédez alors que vous avez 40 ans, et l'âge de votre retraite est à 60 ans. 60 ans, oui. Votre conjoint ou votre conjointe doit attendre 20 ans pour pouvoir avoir... Voilà, quand vous allez atteindre l'âge de la retraite, si vous n'étiez pas mort, c'est en ce moment-là qu'on va vous reverser la pension. Non, mais pendant ce temps, comment vit la famille? Je pense que c'est une vraiment... je ne sais pas si c'est une mesure antisociale. C'est vrai, ce que vous dites, monsieur le ministre, l'âge de la retraite a été porté de 55 à 60 ans. Oui. Et la cotisation qui est prélevée pour cette retraite a été augmentée de 6 à 8%. Tout à fait. Comment, vous en avez parlé un peu, mais comment se fait-il que la pension de retraite diminue de 50%? Comment est-ce possible? De 30 à 50%, comment est-ce possible? Écoutez, depuis que je pense à ce dossier, oui, je me suis résolu à croire qu'au niveau de la CGRAE, il a dû se passer la même chose qu'au niveau de la CNPS. Vous savez que l'État, lorsqu'il est en difficulté, même du temps de notre premier président, il y avait les caisses qui sont un peu les vaches à lait au niveau de l'État. Alors que ces sommes n'appartiennent pas à l'État. Que ce soit au niveau de la CNPS, ce sont les entreprises et les salariés qui cotisent. Donc ça n'appartient pas à l'État. Mais comme ces montants, vous savez, au départ, il y avait peu de retraités. Donc on accumulait beaucoup d'argent. Or maintenant, on a de plus en plus de retraités. Et donc, les caisses sont sollicitées. Or, l'État en a fait sa caisse noire. Je pense que ça a dû continuer. Donc, on n'a pas le capital nécessaire à faire fructifier pour faire face. Donc, aujourd'hui, on vit pratiquement au jour le jour avec les cotisations qui rentrent et les retraites qu'on paye. Donc, en réalité, je pense que si on organisait des audits de fonctionnement de la CNPS et de la CGRAE, on verrait que l'État a pompé beaucoup de sous là-dedans. Et sous le régime de Ouattara, leurs besoins sont immenses. Les besoins sont immenses et ils ont dû pomper beaucoup. Je voulais faire juste un petit témoignage à propos justement de la mauvaise gouvernance qui s'est installée dans notre pays. J'ai vu, il y a une revue française qu'on appelle le Moniteur du commerce international, le MOSI. Est-ce qu'il paraît toujours, monsieur? Il paraît toujours. Et j'ai eu accès au numéro 2007, du 7 avril 2016. Il est écrit dedans dans un article en 2016. Comment faire quand la corruption est si élevée, généralisée à tous les niveaux, 3 fois plus élevée qu'avant la crise, selon un industriel français, et que l'éducation et la justice sont en déliquescence. J'y ajouterai également aussi la santé. Et l'article conclut, la corruption nuit à la redistribution sociale. La corruption nuit à la redistribution sociale dans un pays où plus de 40% des jeunes sont au chômage. Et 70% des PME et PMI ivoiriennes sont victimes de cette corruption. Est-ce que la corruption, c'est nouveau en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre? Non, depuis le président Oufouet Bédié, Laurent Gbagbo, la corruption... mais ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est 3 fois plus élevé qu'avant la crise. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération donc, de la corruption. Parce qu'on se dit, on ne sait pas quand ce régime va tenir. Voyez-vous, avec les mutineries
à succession, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a la mutinerie, puisqu'on va trouver 42 milliards là, pour leur donner immédiatement. Voilà. Quand on prend 8400 mutins, ouais, multiplié par 5 millions de francs CFA, ça fait 42 milliards. Pour le commun des mortels, c'est de l'argent de la corruption. Ce n'est pas de l'argent mérité. Et donc, pour celui qui paye ces 42 milliards, il s'est dit qu'il est en sursis. Mais toutes ces sommes faramineuses qui sont demandées, qui sont hors budget, comment c'est possible dans un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ah, écoutez, vraiment, je n'y suis pas. J'aimerais bien voir comment ça fonctionne. Parce que sur le plan de l'éthique et même de la morale, des personnes qui ont fait un contrat avec un leader politique qui est au pouvoir, pourquoi c'est l'argent du contribuable qui doit servir à payer ces ex-rebelles? Ben, le problème aujourd'hui, c'est que, vous savez, quand vous faites alliance avec le diable, il faut le savoir, vous tient. Et en ayant mis le doigt dans la boîte de Pandore lors des premières mutineries de janvier, quand on en a mis assez de côté soi-même et que les mutins sont témoins de cela, ils réclament leur part. Aujourd'hui, qui en Côte d'Ivoire peut oser élever la voix sur cette gestion-là sans se retrouver en prison? Je ne suis pas un supporter spécial de Sam l'Africain, mais il a appris à ses dépens, voyez-vous. Et nous serions en Côte d'Ivoire, nous ne pourrions pas faire cette émission-là sans que nous soyons encerclés. Soyez sûr, nous recevons tous les jours des menaces, mais nous, cela dit, ça fait partie de la vie quotidienne. Hein. Je suis journaliste, je ne fais que mon boulot. Ayant choisi ce boulot, je savais le premier jour qu'il y a des risques dans ce métier. Donc, absolument. Nous avons toujours des... Mais cela dit, le budget, parce que ces sommes faramineuses ne sont pas budgétisées en Côte d'Ivoire. Mais comment se fait-il qu'il faut trouver, en plein exercice, il faut trouver 243 milliards pour les fonctionnaires. Avant-hier, c'était le 15 mai, il fallait trouver encore 42 milliards. Alors, tout ça, où ça nous amène? Et vous savez que ce n'est pas fini. Parce que lorsque les mutins se rendent compte que chaque fois qu'ils sortent le fusil, c'est source de revenus, malheureusement, on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Mais en ce qui concerne les 243 milliards, si les fonctionnaires ne sortent pas des fusils, ils ne seront pas payés puisque la gestion qui est faite aujourd'hui est plus orientée vers la poche des dirigeants que vers le développement du pays. Les ressources existent pour payer. On connaît quand même la Côte d'Ivoire. J'ai dit que les ressources fiscales de la Côte d'Ivoire, la douane, les impôts et les trésors, ressources et non fiscales, il y a plus de 3500 milliards. Donc, on peut les payer en rationalisant les dépenses. Non, les dépenses. Mais aujourd'hui, voyez-vous, vous savez, le fameux programme d'urgence présidentielle de développement. Il y a eu des journaux qui en ont parlé à un moment donné en Côte d'Ivoire où sont passés les 400 milliards remis à l'actuel Premier ministre lorsqu'il était secrétaire général de la présidence. Ça n'a été nulle part. Donc, je pense que j'exhorte les fonctionnaires à tenir bon parce que l'économie ivoirienne, quand on voit les dépenses somptuaires et les dépenses de corruption que fait le gouvernement peut programmer. Les fonctionnaires ne demandent pas d'être payés sur le champ comme les mutins. Ils demandent un programme de rattrapage. Donc le gouvernement peut rattraper ça, je pense. Hein. Monsieur le ministre, tout à l'heure vous en avez parlé un peu. On va parler du cacao, parce que là aussi il y a un problème. Après la chute des prix, du prix du cacao en 2016, une partie de la production ivoirienne est restée en souffrance. On parlait de, n'est-ce pas, 400 000 tonnes. Vous vous en souvenez? Absolument. 400 000 tonnes. Les exportateurs attendaient donc des dédommagements et puis, dans le même ordre d'idée, les producteurs ont entamé une grève.
Vous vous en souvenez aussi? Absolument. Et puis après, le calme est revenu. C'était en janvier, oui. Voilà. Et puis aujourd'hui, le prix du cacao est passé de 1000 à 700 francs le kilo. Comment on peut expliquer tout ça? Donc, vous savez, le commun des Ivoiriens est resté avec en tête la réforme qui avait été faite de la caisse de stabilisation sous le président Bédié et mise en route par le président Laurent Gbagbo en rendant la filière autonome. Mais après donc, la mauvaise gestion qui a été faite de la filière par ses dirigeants, la Côte d'Ivoire est revenue en arrière. C'est-à-dire sans l'avoir énoncé publiquement. Est-ce que toutes les structures qui ont été mises en place sous le président Gbagbo ont été dissoutes? Toutes ces structures, aucune n'existe. Tout a été fondu dans le Conseil Café Cacao aujourd'hui. Et en fait, on est revenu en arrière sur le système de la caisse de stabilisation et de soutien. Donc, lorsque les cours sont favorables, les exportateurs, à travers le DUS qu'ils payent, financent donc un fonds de soutien. Et lorsque les cours deviennent défavorables, ce fonds doit servir à les subventionner lorsque ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent, pourquoi? Parce que la fixation du prix du cacao aux paysans est faite par l'État. Donc ce n'est pas l'exploitateur qui vient acheter, ce n'est pas l'acheteur qui fixe le prix. Et en l'occurrence, ce qui s'était passé, c'est que c'est pour les moyennes entreprises qui exportent et les petites, parfois même nos coopératives d'exportation. Ce sont celles-là qui ont eu le problème. Parce que les gros exportateurs, ils connaissent le marché, ils connaissent les instruments de couverture à terme. Donc ils font des ventes à terme, c'est-à-dire au moment où ils livrent le cacao, ils ne livrent pas au prix du moment. Ils ont déjà vendu sur un prix sur lequel ils sont tombés d'accord avec l'acheteur international. Mais les petits, non. Donc en fait, ce sont les moyens, les petits qui se sont retrouvés avec un cacao qu'ils ont acheté cher et qu'ils n'arrivaient plus et qu'ils devaient vendre à perte sur le marché international. Et ça faisait 400 000 tonnes. Absolument, 400 000 tonnes. Et l'État a dit que, le Conseil Café Cacao a dit qu'ils n'avaient pas d'argent pour subventionner. Là encore, où est passé cet argent au moment des vaches grasses? Voyez-vous, donc c'est ça, ils n'avaient pas les ressources. Donc, ceux-ci ne pouvaient plus continuer à acheter au niveau des paysans. Et ce qui fait qu'au niveau de la récolte intermédiaire, c'est à 200 francs que nos paysans étaient obligés de se débarrasser de leur cacao pour ne pas que ça leur reste sur les mains. À 200 francs. Loin du prix officiel de 700 francs, c'est ça que vous énoncez. Donc la situation est une catastrophe. Donc la misère au niveau des planteurs de café cacao, les planteurs va se faire sentir. Et c'est une affaire, c'est resté comme ça avec le couvercle dessus. Je ne sais pas comment ils l'ont réglé. Monsieur le ministre, l'actualité en Côte d'Ivoire, elle est bien fournie sur le plan économique. En janvier dernier, le gouvernement a gelé le compte de 27 sociétés qui opèrent dans le domaine de l'agro-business. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 40 000 de nos compatriotes qui ont succombé à cet appât-là, qui ont donc investi dans ce système où les retours sur investissement, selon ce qu'on a écrit dessus, peuvent atteindre 300 à 1000%. Alors, comment peut-on expliquer ce montage financier, ce business dans le domaine de l'agriculture? Malheureusement, on n'est pas encore au bout de nos peines parce que les intellectuels n'ont pas fini d'imaginer tous les systèmes d'escroquerie possibles. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont fâchés avec le gouvernement et parfois même accusent le gouvernement d'avoir organisé cela? En réalité, moi-même, je me pose la question, comment est-ce qu'au niveau de l'État, on a pu autoriser de telles activités? Parce que ça ne peut pas se faire sans autorisation. Ces structures existaient déjà sous le président Gbagbo, hein, pour certaines. Elles existaient, ces structures.
Et les gens investissaient bien sûr. avec des rendements de 300%. Ben oui, mais c'est des... Ça fonctionnait. Oui, ça, vous savez, quand ça fonctionne toujours comme ça, et puis après certains niveaux. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y avait autant d'entreprises. Non, il n'y en avait pas autant, mais il y en avait. Il y en avait 5 ou 6, ça peut. Oui, mais peut-être qu'en ce moment-là, bon, on faisait plus attention. Mais je veux dire donc à nos compatriotes, lorsque on vous présente des produits avec des rendements aussi élevés, de 300%, mais de 1000%, il ne faut pas avoir la crédibilité d'y croire. Ce n'est pas possible. Parce que quelqu'un qui a des rendements de 300% ne les partage pas. Il les garde pour lui tout seul. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est en centaines de milliards, enfin en dizaines de milliards que la perte se fait. Je le regrette vraiment pour nos compatriotes. Et je ne sais pas s'ils vont pouvoir recouvrer ces sous. Et ce que je peux appeler, c'est à tout gouvernement vraiment d'être très vigilant et de ne pas autoriser de telles opérations. Sinon, vous allez être accusé de complicité parce que dans la colère de leur perte, vous savez, donc tout est dit. Hein. Monsieur le ministre, sur cette affaire, le gouvernement a diligenté une étude dans le domaine de l'agrobusiness et les résultats de cette étude incriminent clairement ces sociétés-là. Mais en même temps, beaucoup d'Ivoiriens croient qu'il y a une conspiration souterraine entre l'État et le FMI, la BCAO sur cette affaire. Non, mais c'est ce que je dis. Vous savez, quand à l'origine, le gouvernement, je reste dans la continuité de l'administration, autorise de telles sociétés et que certaines mêmes individualités, disons, dans le pouvoir, souscrivent à de telles opportunités. Pour donner l'exemple, voyez-vous, même lorsque eux-mêmes ils ont été floués, au niveau de la population, tous les réflexes de mise en responsabilité sont permis, alors qu'il n'y a aucune preuve. Là, bon, il ne faut pas attaquer... C'est Radio Trècheville. Oui, voilà, il ne faut pas attaquer le gouvernement parce qu'on est dans l'opposition, mais là, je pense que... c'est pas possible. Ouais, en tant que financier, en tant qu'économiste, c'est pas possible. À moins que certains aient des intérêts privés dedans, mais l'État en tant que tel, sa responsabilité est dans le fait que... Peut-être qu'il y a des membres des autorisations. Des membres des institutions gouvernementales qui ont peut-être de façon souterraine, qui ont peut-être des actions dans ces sociétés-là, peut-être. Oui, c'est des individualités. Je veux dire, ce n'est pas une doctrine d'État. Je ne pense pas que ce soit une doctrine de l'État. Parce que actuellement, si tu veux, le président Ouattara et son équipe, là, ils ont tellement besoin d'argent qu'ils vont plutôt amorcer des pompes à sous directement pour les caisses de l'État, mais pas pour agrobusiness avec des responsables qui sont en fuite. Voyez-vous, ils recherchent tellement d'argent que le permis à renouveler que Ouattara avait fait suspendre le 1er mai 2016, le 1er mai 2017, il dit on va faire le nouveau permis. Le même, en tablant sur le chiffre officiel de 5 500 000 étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, va restaurer la carte de séjour. Tout ça, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les étrangers. Il a besoin de sous, il faut amorcer la pompe à sous. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire, notre pays, produit beaucoup d'électricité. Et puis, bon, on peut le dire sans risque de se tromper, elle en fournit même. Elle en fournit à des pays limitrophes au niveau de l'Afrique occidentale. Oui. Alors, comment se fait-il que l'électricité en Côte d'Ivoire est chère? On vient d'augmenter encore l'électricité. Écoutez, le prix de l'électricité. Je vais vous rendre un témoignage. Et je pense que ce témoignage est toujours valable. Lorsque nous étions au gouvernement avec le professeur Akengbo en tant que Premier ministre, il nous a été soumis le dossier des impayés d'électricité de la zone CNO. Et à l'époque, c'était 85 milliards. La zone CNO, c'était la zone qui était occupée par... La zone occupée, oui, par la rébellion. Et ils ne payaient pas d'électricité là-bas. Donc ça faisait 85 milliards de francs CFA. Et je pense que ça s'est continué depuis. Ça s'est aggravé. Et la demande de la CIE, qui n'est pas propriétaire de cette électricité, parce qu'en fait c'est la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire.
Mais malheureusement, c'est la CIE qui avait ce poids-là dans sa trésorerie, de moins 85 milliards de francs CFA. On nous suggérait donc de répartir ces 85 milliards de francs CFA sur les factures de la zone gouvernementale, alors qu'à l'époque, il n'y avait ni zone rebelle, ni zone gouvernementale, puisqu'avec les accords de Ouagadougou, le pays était réunifié. Ce que nous avons rejeté, bien entendu. Voyez-vous? Et je pense que ceux qui en ont l'initiative, ceux qui en avaient eu l'initiative, ce sont ceux-là qui sont au pouvoir maintenant. Donc, en fait, on répartit à la population innocente le paiement de tout ce que les gens n'ont pas payé au Nord. Et c'est la seule explication que je puisse avoir. Puisque là, avec la mise en route bientôt du barrage de Soubré, on va avoir encore plus d'électricité. Et des projets que les grandes entreprises françaises veulent faire de centrales solaires du côté de Boaké, etc. et tout, va amener l'électricité. Je ne comprends pas moi-même pourquoi l'électricité est si chère. Sinon, les besoins de la trésorerie, du pouvoir actuel. Monsieur le ministre, la Banque mondiale pense que un réajustement est encore, un tarifaire est nécessaire pour que l'électricité en Côte d'Ivoire soit vraiment viable. Vous savez, ça c'est la Banque mondiale. Selon la Banque mondiale et le FMI sont tous liés à l'ONU. Et l'ONU, vous savez ce qu'elle a fait de la Côte d'Ivoire. C'est l'ONU qui a placé donc, le président non élu de la Côte d'Ivoire en 2011. Ils sont obligés de l'accompagner jusqu'au bout. Ils sont obligés de l'accompagner. Généralement, la doctrine du FMI et la Banque mondiale, c'est de demander au gouvernement de réduire les dépenses. Parce que l'ajustement ne se fait pas sur les recettes. Quand on ajuste sur les recettes, c'est-à-dire on augmente les impôts, on augmente les prix de l'électricité, etc. L'essence voilà et tout. On augmente le prix de l'essence. Donc, on ajuste en augmentant les recettes. Ce n'est pas au FMI, à la Banque mondiale, ils disent le contraire quand il s'agit des autres pays. Donc, aujourd'hui, au lieu de gonfler artificiellement nos budgets pour les multiplier par 2 en 6 ans, alors que dans la même période, un pays comme le Cameroun, qui est au même stade de développement que nous, son budget seulement a augmenté dans des proportions de 50%. Nous avons doublé. Donc, c'est ça. On augmente les dépenses. Notre État vit au-dessus de ses moyens. Et malheureusement, c'est le pauvre peuple, la masse, qui est réduite au chômage et qui n'a rien, qui paye. Vous savez, la TVA existe. Tout ce que nous achetons, tout le peuple est soumis à l'impôt. Même lorsqu'on dit que les gens ne payent pas l'impôt, mais ils payent l'impôt par la TVA. Ils payent l'impôt par les taxes de télévision, ils payent l'impôt par l'électricité, etc. et tout. Donc vraiment, je pense que la Banque mondiale et le FMI font fausse route. Parce que l'électricité n'est pas au prix qu'il faut. Vous allez en Guinée, avec le programme de développement que le président Alpha Condé a fait au niveau de l'électricité est moins chère. L'électricité est 3 fois moins chère qu'en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'ils sont passés par un temps de comme je dis, voilà, de délestage. Oui. Mais avec le premier barrage qu'il a fait et le deuxième barrage, ils ne vont plus connaître de délestage. Et j'ai été là-bas visiter la Guinée l'été dernier et moi je n'ai pas eu de problème de délestage et le courant est moins cher. Parlons toujours de la Banque mondiale, monsieur le ministre. Le partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, on le sait, d'après ce qu'ils disent, a 2 objectifs. Le premier vise à créer des emplois de meilleure qualité, n'est-ce pas? Le second consiste à renforcer le capital humain. Voilà. Alors, comment on peut atteindre ces objectifs quand on sait que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 42%, avec une population de 25 millions d'habitants? Monsieur le ministre.
Mais ça fait partie de la phrase. Ce sont mes préoccupations. Là. Oui, absolument, mais ça fait partie de la phraséologie. Parce que, en fait, il y a trop de... Il y a trop... En matière de pétrole, quand le pétrole s'évapore dans les circuits pétroliers, on appelle ça du coulage. Notre problème de gouvernance est réel. Notre problème de gouvernance est réel. J'ai lu dans un dossier la route Abobo à Niama. On me fait dire que c'est déjà en mauvais état. Qui a été créé et inauguré il y a 2 ans, qui porte le nom du roi Mohamed VI. C'est sous forme d'autoroute avec 2 voies de chaque côté. 4 km et demi. Ça a coûté 9 milliards de francs CFA pour 4 km et demi. Ben, demandez à vos amis ingénieurs qui sont au BNET. 4 milliards et demi, ça signifie 2 milliards pratiquement du kilomètre. C'est 2 milliards du kilomètre. Mais une route à 2 voies en Côte d'Ivoire, mes souvenirs que j'ai, bitumés, c'est 200 millions de kilomètres. Si elle est doublée, c'est 400 millions de kilomètres. Et si on prend les à côté et l'axe central, on ajoute 100 millions, ça fait 500 millions de kilomètres. Mais là, cette route nous a été facturée. 900. Voilà. 900. Voilà, à 2 milliards du kilomètre. 9 milliards. Voilà, 9 milliards pour 4 km et demi, donc 2 milliards du kilomètre. Vous avez dit qu'il y a 2 voies. Oui, il y a 2 fois 2 voies. 2 fois 2 voies. Et quelle est la résistance? Ça n'a même pas résisté. Le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro. Vous et moi, nous sommes à l'étranger. Mais nous avons des parents qui rendent témoignage que ces routes se sont gâtées dès le 6e mois. Et aujourd'hui, ça provoque plein d'accidents parce qu'il y a des gros trous là-dedans, il y a des nids de poules dedans. Donc, non seulement c'est surfacturé, mais en plus de ça, les prescriptions de base pour que la route dure ne sont pas faites. Donc le taux de coulage chez nous, c'est trop élevé. C'est vrai, vous disiez que depuis toujours, la corruption existe en Côte d'Ivoire, mais si aujourd'hui elle est 3 fois plus, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un industriel français, comme ça. Donc ces déperditions-là font que l'État ne paye pas les entreprises. Comment, si les entreprises ne sont pas payées, les entreprises ne prospèrent pas, comment ils peuvent employer? Est-ce que les 2 millions de personnels, là, M. Ouattara va les mettre dans la fonction publique? Ou alors il considère comme emploi les gens qui vendent au Carrefour, à la sauvette? Ce n'est pas de l'emploi. Donc, ça, c'est des beaux discours. C'est des beaux discours. Monsieur le ministre, nous sommes... allez-y. Je disais que pour créer de l'emploi, d'abord, il faut que les gens puissent aller à l'école. L'école est en déliquescence. Pour que l'agent qui travaille, le travail soit vigoureux, il faut qu'il ait un système de santé qui le protège. En dehors du discours sur la couverture de maladies universelles, il n'y a rien qui est fait et il n'y a rien dans les hôpitaux. Donc comment est-ce qu'on peut être en bonne santé pour travailler? C'est pour ça que je voudrais peut-être rappeler que le PNUD a créé la notion de IDH, l'indice de développement humain, qui mesure mieux la qualité de vie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au niveau de l'indice de vie, nous sommes en 172e position. On a régressé ou on a régressé. On a même régressé jusqu'à la 174e position, alors que la dernière position connue de Laurent Gbagbo était 170. On a régressé. Et en termes d'indice, on était à 0,484, on est à 0,474. Le Bénin, le Togo sont devant nous au niveau de l'indice de développement humain. Donc, qui mesure au moins la qualité de vie. Ça prend en compte l'espérance de vie à la naissance, l'éducation, etc. et tout. Mais donc vraiment, en réalité,
Et c'est pourquoi nos populations souffrent. Parce qu'une perte de points de 0,010 dans le classement mondial montre qu'il y a beaucoup qui s'enrichissent, mais le peuple est laissé à l'abandon. C'est ça la réalité. Monsieur le ministre, ça va faire bientôt 1 heure que nous sommes dans cette émission. De façon globale, vous l'avez dit, hein, sur le plan de la macroéconomie, la Côte d'Ivoire connaît une certaine embellie. Mais quand on reste à l'intérieur sur la vie des Ivoiriens, il y a des problèmes. Cette émission, vous l'avez dit, cette émission est finie. Quel regard objectif, jusque-là vous avez été objectif, je suppose, vous jetez sur l'état de l'économie de la Côte d'Ivoire et l'avenir de la Côte d'Ivoire d'ici les 5 prochaines années? Je suis un patriote, j'aime mon pays. Et ce que je peux souhaiter pour mon pays, c'est le meilleur. Le meilleur, Alassane Ouattara et son équipe peuvent amener la Côte d'Ivoire au meilleur s'ils soulagent leur cœur des rancœurs et des esprits de vengeance. L'économie ne peut pas se développer sans une stabilité sociale. On parle bien de stabilité économique, mais ça part de la stabilité sociale. Aujourd'hui, il a présenté au monde entier un bilan de réconciliation et de paix artificielle dans son pays, puisque Laurent Gbagbo est toujours en prison. Beaucoup de cadres sont exilés et beaucoup de membres de la population, même de base, par dizaines de milliers, se trouvent à l'étranger. Donc, pour décrisper l'atmosphère, il faut qu'il fasse la réconciliation vraie. C'est bon pour lui-même aussi. Et c'est bon pour ses projets du futur. Parce que voyez-vous, il veut lancer au mois de juillet un nouvel emprunt en eurobond, 1 milliard de dollars. C'est un mauvais projet pour l'endettement de la Côte d'Ivoire, mais il a besoin de ça pour boucler sa trésorerie parce que c'est budgétisé dans son budget. Mais avec 2 rébellions, 2 mutineries à répétition, mais il va avoir l'image de la Côte d'Ivoire en prend un coup, alors que le Sénégal vient de lancer son eurobond pour 1 milliard, ils ont 7 milliards de dollars de souscription. Voyez-vous, donc le pays va dans l'impasse. Il faut que vraiment il humanise son cœur et permette vraiment de faire la réconciliation. Parce que ce sont des mains qui vont travailler, ce sont des têtes qui vont réfléchir pour le bon devenir de leur pays. Donc il faut que, sinon, tel qu'il le gère aujourd'hui, on va vraiment dans l'impasse. Et s'il ne change pas, la Côte d'Ivoire va vraiment vers des temps moroses au niveau économique et social. Les gens vont souffrir et au bout de cela, ça sera l'explosion sociale. L'explosion sociale, quand elle commence, on ne la contrôle pas. Merci, monsieur le ministre, d'être venu sur le plateau de Schéma Directeur. Cette émission est terminée et en votre nom, je voudrais dire merci au ministre. Le studio est ouvert. Nous n'hésiterons pas à vous recontacter pour nous éclairer davantage sur la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire, notre pays que nous aimons tous. Cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et bonjour ou bonsoir chez vous. Merci.
Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.